On nous dit souvent que les insectes seront notre nourriture de demain. Mais pour de nombreux prédateurs, c'est déjà leur nourriture d'aujourd'hui. Ces animaux très divers ont tous un point commun. Ce sont les insectivores. Son nom latin est Mantis religiosa. On l'appelle communément menthe religieuse. Leurs pattes de devant, les pattes ravisseuses, sont pliées comme ça. Donc, on croirait qu'elles sont assises comme pour prier. Elle semble peut-être absorbée dans une profonde prière, mais cet insecte n'a rien d'un enfant de cœur. C'est l'un des prédateurs les plus sanguinaires et les plus sournois de la planète. La menthe religieuse est un insecte carnivore. Elle mange toutes sortes d'autres insectes qui volent autour d'elle et qui se trouvent dans le même habitat qu'elle. Ce qui en fait une tueuse d'insectes exceptionnelle, c'est son extraordinaire acuité visuelle. La menthe religieuse possède 2 grands yeux et ses yeux lui permettent de voir en stéréo. Elle a donc une excellente perception de la profondeur. C'est très important pour elle car c'est un prédateur à l'affût. Ce champ de vision exceptionnel lui permet de détecter tout mouvement à plus de 20 mètres d'elle. Les parties du haut de son corps sont complètement articulées. Elle peut tourner le cou, regarder à 180 degrés autour d'elle, tout en faisant pivoter le reste de son corps dans une autre direction, avec les pattes qui lui sont attachées. Elle peut donc scruter son environnement pour chercher des proies qui passeraient tout autour d'elle, sans bouger le corps d'1 millimètre. Cela revient à dire que cette bête-ci a littéralement des yeux derrière la tête. En tant que chasseur à l'affût, la menthe religieuse connaît la meilleure des ruses en matière de supercherie, le camouflage. Cette menthe africaine a appris à se fondre dans le paysage. Elle a des chances de rester invisible à sa future proie. Le maître dans cet art est la menthe orchidée. Cette menthe n'a pas seulement appris à se cacher grâce au camouflage. Elle a aussi compris comment l'utiliser pour ressembler à un aliment qui intéresserait sa proie. Cette adaptation est appelée le mimétisme agressif. Quand un insecte s'approche d'une fleur pour la polliniser ou pour se régaler de son nectar, il se fait souvent surprendre par la menthe religieuse qui attend tranquillement la venue d'une proie. Pour rendre son astuce encore plus magique, la menthe orchidée est ornée d'une tache noire à l'arrière de son abdomen. Cette tache ressemble à une grosse mouche et elle attire ainsi des mouches plus petites qui se posent sur la menthe religieuse en pensant que c'est une fleur. Des mouches plus grosses s'approchent ensuite en croyant qu'elles sont en sécurité. Quand l'insecte est suffisamment proche, la menthe religieuse n'a plus qu'à récupérer sa capture. La menthe évalue la distance qui la sépare de sa cible et imagine alors une stratégie de frappe. Ensuite, à la dernière seconde, elle attaque. Elle projette en avant ses grandes pattes ravisseuses. L'assaut est si bref qu'il est à peine perceptible à l'œil nu. Si on regarde de près ses pattes avant, on peut voir qu'elles sont très longues. Elles peuvent s'étirer très loin et sont équipées de longues épines et harpons. Et c'est ce qui lui sert à capturer ses proies. Pour la victime, la fuite est futile.
Les pattes avant de la menthe religieuse agissent comme une paire de ciseaux, sauf que ces ciseaux sont composés d'un grand nombre d'épines qui réduisent à néant toute possibilité de s'en sortir une fois capturé. Si l'insecte bouge encore, ce n'est pas un problème. Elle aime la nourriture fraîche. La menthe religieuse est un prédateur très féroce. Elle attend en silence qu'une proie s'avance. L'insecte doit être suffisamment gros pour être intéressant à attaquer. Elle l'attrape puis le serre dans ses pattes avant. En général, elle ne s'embête pas à le tuer. Elle le mange vivant. Si la proie se débat trop, pour raison stratégique, la menthe peut commencer par lui trancher la tête et éviter ainsi qu'elle continue de trop gigoter. Même à l'état de nymphe, certaines menthes, comme celle-ci, pratiquent déjà la ruse et la supercherie. Quand les toutes petites menthes naissent, elles sont si petites qu'elles ressemblent à des fourmis. C'est leur façon de se protéger. On appelle ça le mimétisme de la fourmi. C'est une technique de survie très ingénieuse. Comme la plupart des prédateurs évitent en général de manger des fourmis, cette nymphe a une plus grande chance d'atteindre l'âge adulte. La ruse commence tôt chez cet animal. En grandissant, elle va faire partie intégrante de sa technique de chasse et faire de ce maître de l'affût un chasseur sans pareil. Ses proies peuvent toujours faire leur prière. N'y a-t-il vraiment rien d'intimidant chez les scorpions? Leurs dards, leurs pinces, et rien que la façon de se déplacer. Alors si ces prédateurs sans pitié nous effraient, nous, imaginez un peu ce que ressentent leurs victimes. Dans notre monde, les arthropodes sont absolument partout. Cette immense famille inclut tous les insectes, les araignées, les crustacés et plus encore. Ils constituent à eux seuls 90% du règne animal. Qu'ils aient 6, 8 ou 100 pattes, la plupart de ces animaux ont su évoluer pour survivre dans les conditions les plus dures. Le scorpion en fait partie. Les scorpions sont apparus sur la planète il y a plus de 400 millions d'années. Il est difficile d'y survivre et difficile d'y prospérer, mais les scorpions y parviennent très bien. Leur grande maîtrise de la chasse est un réel atout. Ils s'adaptent très bien à leurs conditions environnementales. En plus, ils peuvent manger une grande variété de nourriture, des rongeurs, des lézards, mais aussi des serpents. Toutes ces proies les obligent à utiliser diverses méthodes de chasse. Ils ont des pinces puissantes qui leur servent à attraper et maîtriser leur prise. Dans l'ensemble, on peut dire que ce sont de très bons chasseurs. Ces prédateurs maîtrisent parfaitement l'art de tuer. Pourtant, ils sont quasiment aveugles. Ils ont 6 yeux, mais ils utilisent davantage leurs organes sensoriels que leur vue. Ils ressentent les vibrations du sol, les mouvements de l'air et les particules chimiques grâce aux longues soies sensorielles sur leurs pinces. Donc, ils utilisent plutôt ces organes-là pour dénicher et attraper leur proie plutôt que leurs yeux. Quand ils savent qu'un repas n'est pas loin, ils accélèrent. Le scorpion est extrêmement agile. Il se déplace très vite sur le sol de la forêt, dans les feuilles mortes ou sur le sable. Il est très rapide. L'arme de choix du scorpion? Ses pinces, évidemment. Ces puissantes tenailles servent à capturer et maîtriser les proies. Les pinces sont utilisées pour des raisons différentes suivant les scorpions. Certains ont de très gros et puissants pédipalpes qu'ils utilisent pour maintenir leur proie, puis l'écraser et la tuer. D'autres ont des pinces beaucoup plus rudimentaires, mais leur queue est très épaisse. Les pinces servent seulement à attraper l'animal. Elles ne sont pas assez fortes pour l'écraser. Une fois que la victime est piégée, les fameuses pinces finissent le travail. Puis la queue injecte un dangereux cocktail de toxines. Le venin du scorpion sert en fait à immobiliser et tuer la proie. Une fois injecté, il agit comme une neurotoxine qui provoque une paralysie. La proie ne bouge plus. Mais ce n'est pas tout. Le poison sert aussi à détruire l'animal de l'intérieur. Ça le liquéfie. C'est une enzyme qui aide le scorpion à digérer les protéines une fois qu'il a dévoré sa proie.
Quand le venin est injecté et que la proie est liquéfiée, le scorpion commence à se servir. Les chélicères du scorpion correspondent aux mâchoires de l'insecte. Elles ressemblent à des crochets qu'il utilise pour absorber le liquide ou maintenir la proie. Ces parties peuvent bouger indépendamment, ce qui facilite le passage de la nourriture dans la bouche. Elles bougent de droite et de gauche librement. Ça donne l'impression que le scorpion est en train de mâcher, mais en fait, il fait entrer la nourriture à l'intérieur de la bouche. Le scorpion suscite la peur chez les êtres humains. Pourtant, parmi les 1500 à 2000 espèces de scorpions recensées, seulement une vingtaine est assez toxique pour nous mettre en danger. Prédateurs redoutés, tueurs efficaces, maîtres en matière de survie. Finalement, les scorpions font partie des prédateurs insectivores les plus robustes de la planète. À première vue, elle ressemble à n'importe quelle jolie plante. Mais ne vous y fiez pas. La dionée, ou attrape-mouche, est une tueuse sans pitié. Elle est calme, sournoise et efficace. Et quand le sale boulot est terminé, elle ne laisse aucune trace derrière elle. Mais c'est le motif de son crime qui la rend si intéressante et si originale. Nous savons que les plantes trouvent leur nourriture dans l'air. Par photosynthèse, elles utilisent l'énergie solaire pour absorber et synthétiser le dioxyde de carbone. Mais aussi dans la terre, les nutriments s'infiltrent par les racines de la plante. Ceci est un problème pour la dionée, car elle pousse principalement dans les tourbières, là où le sol est extrêmement pauvre en nutriments essentiels, comme le phosphore ou le nitrogène. Même si ces nutriments sont rares ou absents du sol, ils restent pourtant nécessaires à la plante. Elle doit donc se les procurer autrement. Elle doit manger des protéines animales. La dionée les trouve chez les insectes et autres petits invertébrés, principalement des fourmis, des araignées et des mouches. Beaucoup de mouches. Elle engrange pour ne jamais se retrouver à court quand elle a faim. Comme les plantes sont sédentaires, elles doivent trouver des moyens pour attraper ces animaux. Elles ne peuvent pas les pourchasser, donc le plus simple, c'est de les piéger. Et comme les pièges sont plus efficaces avec des appâts, l'attrape-mouche a élaboré des tactiques efficaces. Ces pièges sont d'un rouge bien vif. Cette couleur est un moyen pour la plante d'imiter quelque chose qui peut attirer les invertébrés, comme par exemple une fleur. Ou ça pourrait aussi imiter un morceau de viande en décomposition pour attirer les scarabées et les mouches qui en raffolent. Mais la couleur ne fait pas tout. Quand il faut attirer une proie, la plante a encore un autre tour dans son sac. Les dionées ont des glandes nectarifères qui sécrètent une solution sucrée tout autour de leur piège. Les différents processus liés aux insectes, tels la pollinisation, nous ont montré que ceux-ci sont très friands du nectar des fleurs. Cependant, les scientifiques cherchent encore à comprendre comment la plante arrive à fermer son piège sans utiliser de nerfs, de muscles ou de tendons. Une explication viendrait peut-être d'une affaire de poils. À la surface des lobes du piège se trouvent des petits poils appelés trichomes. Ils sont très sensibles au toucher. Quand ils sont stimulés, ils envoient une impulsion jusqu'à la nervure centrale. C'est ce qui déclenche un mécanisme à ressort. Ça fonctionne comme un diable dans une boîte. Certains scientifiques pensent que ce processus est mis en route par la pression d'une sorte de fluide. Celle-ci est activée par une onde électrique qui passe dans chacune des deux feuilles ou des deux lobes. Quand ces trichomes sont stimulés, ils envoient à l'articulation un message chimique qui va provoquer une migration massive d'ions
et de liquide cytoplasmique. Le mouvement et l'augmentation très rapide des ions et du liquide créent des différences de concentration des cellules qui se trouvent dans cette nervure centrale par rapport à celles qui n'y sont pas. Ainsi, la nervure se referme sur elle-même et referme le piège. Peu importe le mécanisme, ça fonctionne. Une fois que ces poils sensitifs sont stimulés, il ne faut pas plus d'un tiers de seconde pour que les lobes se ferment. Mais tous les visiteurs ne sont pas condamnés. Il faut un minimum de 3 trichomes stimulés pour que le piège se referme. Et la raison est loin d'être idiote. C'est tout à fait logique du point de vue de l'évolution. Ça lui évite de se refermer en cas de fausse alerte. Si le piège se referme sans proie à l'intérieur, ça voudrait dire que le piège reste fermé pendant 12 heures avant de pouvoir se rouvrir, une durée pendant laquelle la plante ne peut pas se nourrir. De plus, ce serait une perte d'énergie. Quand une mouche est piégée, le travail funeste commence. Une fois que la dionée a réussi à enfermer sa proie à l'intérieur du piège, des glandes spéciales se mettent à sécréter des enzymes digestives au cœur du piège. Celui-ci va lentement digérer la victime sur plusieurs jours. L'ensemble du mécanisme de digestion peut en fait durer jusqu'à 12 jours. Pendant ce laps de temps, pour s'assurer que la proie reste dans son meilleur état de fraîcheur, les lobes de la plante fabriquent un jus antiseptique qui empêche l'insecte de se décomposer. Dans le monde de l'attrape-mouche, rien ne peut être jeté. Les nutriments sont vraiment trop précieux. En fin de compte, cette courageuse survivante des marais continue de résister grâce à ses pièges mortels. Pour nous, les libellules semblent délicates et agiles. Mais pour les moustiques, elles sont terrifiantes. Heureusement pour nous, leur repas préféré se trouve être l'un de nos pires ennemis. Elles ont un côté magique et paisible quand on les voit flotter dans nos jardins. Mais ces créatures légères sont des chasseurs voraces. C'est l'exemple même de la sérénité. Mais ne vous y trompez pas, les libellules sont en fait des prédateurs incroyables. Prédateur, c'est un euphémisme. Ces insectes aux allures tranquilles sont conçus pour tuer. Pour les mouches, ce sont des armes de destruction massive. La libellule vole comme un avion de chasse F-18 en mode supersonique. La plupart des insectes chassent leurs proies en les poursuivant. La libellule n'est pas une exception. Elle est comme un avion de combat avec un système de repérage de pointe. Quand une libellule localise une mouche, elle calcule non pas l'endroit où la mouche se trouve, mais où la mouche sera une fois qu'elle-même l'aura rejointe. Sa stratégie pour attraper la mouche en vol consiste à calculer son trajet jusqu'au moment où elle va la saisir, plutôt qu'à pister la proie pour la rattraper. La libellule anticipe donc le lieu où va se trouver sa proie pour l'intercepter en route. Leur système de repérage sophistiqué est mis au point grâce à leurs yeux énormes. La libellule est l'un des insectes qui a les plus gros yeux au monde. Sa tête n'est quasiment qu'un globe oculaire. Et ce sont des globes oculaires de super-héros. Ils ont plus de facettes que n'importe quel autre œil d'insecte, ce qui veut dire plus de pixels et plus de résolution. Ils permettent de voir à 360 degrés, ce qui est très pratique quand on doit défendre son territoire ou pourchasser son dîner. Une fois que les yeux ont élaboré une trajectoire de vol, la libellule s'approche de sa proie en se servant de ses ailes qui sont tout aussi sophistiquées. Les 4 ailes de l'insecte ressemblent à des vitraux. Chacune d'elles est connectée à un seul muscle, ce qui lui permet de battre à sa propre vitesse et de bouger indépendamment des autres. Dans le monde des insectes, c'est la libellule qui surpasse tous les autres.
Elle peut non seulement voler à grande vitesse, mais aussi varier ses déplacements comme aucun autre insecte volant n'est capable de le faire. La libellule peut bien sûr se diriger et changer de direction, mais elle sait aussi voler en avant, en arrière et se déplacer latéralement. Une boîte de vitesse, comme celle des voitures de course, lui sert à chasser les moustiques et les mouches. Mais la particularité qui en fait une super tueuse doit encore être dévoilée. Quand un insecte se fait prendre, la libellule utilise ses pattes avant comme un panier à provisions. Quand la libellule capture une mouche, elle ne se sert pas uniquement de ses ailes et de ses mâchoires, elle se sert aussi de ses pattes. En vol, quand elle s'approche de la mouche, elle arrive par au-dessous et elle utilise ses pattes avant pour attraper la mouche par en bas. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la prise panier. Une fois que la libellule a capturé sa proie, elle va souvent se percher quelque part et la mâcher un moment. Elle a de grandes mandibules pour mâcher longtemps. Heureusement pour nous, la libellule mâche beaucoup. Elle mange même ses satanées guêpes. Et leur grand appétit permet de contrôler les populations de ces fichus moustiques. Une seule libellule peut en manger entre 30 et 100 par jour. Les libellules sont des prédateurs voraces. Elles sont constamment en train de manger ou de chercher de la nourriture. Personne ne sait exactement la quantité qu'elles ingurgitent, mais on estime qu'elles mangent entre 20 et 50% de leur poids. Elles brûlent tellement d'énergie en volant qu'elles doivent se nourrir continuellement. Tout semble impitoyable chez la libellule. Si sa proie est trop grosse, elle la neutralise en la mordant directement à la tête. Elle n'a aucun état d'âme à manger d'autres petites libellules. Ses puissantes mâchoires crantées les écrasent en bouillie. Même si pour nous elle apparaît comme une jolie créature délicate, pour le petit moustique, elle est absolument terrifiante. Tout prédateur a besoin d'une caractéristique propre à chacun. Ces insectivores tenaces en ont une extraordinaire. Ils ont su évoluer pour chasser des ressources alimentaires quasi illimitées avec des procédés quasi parfaits. Le règne animal est un monde cruel. Et les proies des prédateurs que voilà n'ont aucune pitié à attendre de ces tueurs de sang-froid. Les serpents, silencieux et immobiles. Mais dès qu'une proie approche, ils frappent. Ces chasseurs furtifs sont parmi les animaux les plus dangereux au monde. La tenue de camouflage du serpent sont ses écailles colorées. Elles assurent sa protection et sont une arme de chasse redoutable. En particulier chez la vipère ou le crotal. Leurs écailles ne sont pas brillantes. Elles sont assez rugueuses et ont cette couleur plutôt mate qui permet au serpent de se fondre dans son environnement, de sorte que ses proies s'approchent assez près de lui pour se laisser attraper. Pour maintenir sa proie en place, le serpent a des crochets creux et acérés, remplaçables à volonté. Si un des crochets se casse dans la bataille, un autre pousse à sa place. Ce sont les gencives du serpent qui maintiennent ces crochets parfaitement affûtés. Les dents sont recouvertes d'une membrane protectrice, la gencive, qui affine l'affûtage de la lame en permanence. Si les dents étaient émoussées, elles perdraient leur précision de seringue hypodermique. La taille et la position des dents varient selon les espèces. Le cobra est doté de petites dents situées à l'avant de la mâchoire. Ce sont les crochets frontaux fixes. Ils sont toujours dressés quand le serpent mord. Les muscles se contractent autour des glandes à venin
qui est diffusé dans les crochets par les conduits excréteurs puis à la proie. Les crocs de la vipère sont longs et mortels. Elle a des dents très longues qui courent le long de son palais. Quand elle attaque, sa mâchoire s'ouvre, les dents se mettent en place et elle les plante dans sa proie. Mais les dents ne sont que la partie visible du piège. La botte secrète du serpent est son venin mortel. Les serpents venimeux ont développé cette faculté de tuer leurs proies en les paralysant. Transparent ou un peu jaune, le venin du serpent est une salive super développée, stockée dans des glandes logées derrière les yeux. Au moment de la morsure, les muscles autour des glandes se contractent pour expulser le venin par les crochets plantés dans la malheureuse victime. Au fil du temps, les serpents ont développé 3 types différents de venin. 3 poisons mortels. Selon les serpents, la proportion des ingrédients varie. Certains venins agissent très vite, d'autres plus lentement. Chaque venin cible une partie différente du corps. Les hémotoxines empoisonnent le sang, les cytotoxines, le sang et les cellules des tissus. Et il y a les neurotoxines qui attaquent le système nerveux. Mais avant de pouvoir la mordre, le serpent doit attraper une proie. Et il est particulièrement bien équipé pour la chasse. En l'absence d'oreille externe, l'oreille interne du serpent lui permet de détecter les basses fréquences, les mouvements et les ondes sonores transmises par le sol. Le serpent possède un odorat très développé, grâce à sa langue fourchue qui peut capter les minuscules particules d'odeur flottant dans l'air. En rentrant la langue, il la frotte contre l'organe de Jacobson situé dans le palais. C'est un élément du système nerveux en forme de spirale qui transmet au cerveau les informations qui lui permettent d'identifier l'odeur. Certaines espèces comme les vipères sont sensibles à l'infrarouge et peuvent donc repérer une proie à la chaleur qu'elle émet. Il y a ces zones sensitives autour de la mâchoire supérieure qui estiment la taille de la proie et la distance à laquelle elle se trouve. Une fois la proie capturée et neutralisée, il s'agit de bien l'avaler, car rien ne doit se perdre. Le serpent avale sa proie en commençant par la tête. Il la pousse vers l'estomac où elle sera digérée. Tout est réduit en miettes, sauf ce qui est composé de kératine ou d'émail. Donc les poils, les griffes et les dents ressortent intactes. Sa mâchoire spéciale permet au serpent d'avaler des proies bien plus grosses que lui. Les os de sa mâchoire inférieure sont au nombre de 4, ce qui autorise une grande élasticité. C'est avec ces os qu'il pousse également l'animal au fond de sa gorge. Pour un serpent venimeux, la digestion peut durer jusqu'à 9 heures. Mais les serpents tueurs ne sont pas tous venimeux. Certains, comme les boas, les pythons et les anacondas, préfèrent étouffer leurs victimes à mort. À chaque expiration de l'animal, le serpent resserre sa prise sur lui. À chaque expiration, il resserre. À la fin, l'animal ne peut plus respirer et très souvent, il meurt d'un arrêt cardiaque dû au choc et à l'excès d'adrénaline. Ils sont là depuis si longtemps que personne ne sait quand les serpents sont apparus sur Terre. Mais depuis lors, ils ont développé un camouflage parfait, des crochets mortels et un choix de venin, une sensibilité à l'infrarouge et au mouvement. Une troupe sournoise de prédateurs sans merci. Certains tueurs ont le sens de la mise en scène. D'autres, comme les tarentules, font beaucoup moins de manières. Elles hantent nos cauchemars, avec leurs longues pattes velues, leur corps en poire, leurs pièges de soie, leur venin mortel. Parmi les milliers d'espèces d'araignées répertoriées, celle des tarentules est de loin la plus à craindre. Une créature à éviter à tout prix.
On les trouve surtout dans les régions tropicales et subtropicales, comme en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. La Goliath, surnommée mangeuse d'oiseaux en anglais, peut atteindre 1 mètre de long et c'est la tarentule la plus lourde au monde. Comme son nom le suggère, elle s'attaque parfois aux petits oiseaux dans les nids au niveau du sol. En général, elle se satisfait de tout ce qui bouge et qui n'est pas trop gros pour elle. Tout ce qui est au-dessous de sa propre taille, insectes, petits rongeurs, grenouilles, lézards, tout ce qu'elle trouve. Son autre nom de brésilienne rose saumon est lui aussi trompeur. Elle ne mange que rarement des oiseaux, mais jamais du saumon. Son corps est recouvert de poils de couleur rosâtre, ce qui lui a valu ce surnom. Ces petites particularités mises à part, la plupart des tarentules ont en commun un grand talent pour l'embuscade. Comme toutes les araignées, cette tarentule tisse sa toile avec une soie sécrétée par les appendices de son abdomen, appelée filière. Mais cette araignée n'utilise pas sa toile pour capturer des proies. En fait, elle utilise surtout la soie pour tisser son propre nid, que ce soit dans un arbre ou un terrier. La structure de ces nids est complexe. Durant leur construction, certaines tarentules les équipent de systèmes d'alarme, en tendant à l'entrée d'invisibles fils de soie. En cas d'intrusion dans le terrier, l'alarme se déclenche et la tarentule est ainsi prévenue que son dîner est servi. La tarentule se cache en attendant de pouvoir sauter sur sa proie. Pourtant, la tarentule n'a pas le sens de la vue. Les tarentules ont 4 paires d'yeux qui n'y voient rien. Ils distinguent à peine la différence entre ombre et lumière, mais peuvent percevoir certains mouvements. Leurs yeux ne peuvent pas former d'image et n'ont pas de perception de la profondeur. Si les yeux de la tarentule ne voient pas, les poils qui recouvrent tout son corps les remplacent avantageusement. Ce sont de véritables organes sensitifs qui lui permettent d'appréhender le monde qui l'entoure. Ces poils sont très sensibles, capables de détecter le moindre mouvement, la moindre vibration dans l'environnement de l'araignée. Ça lui permet de détecter une proie potentielle qui court sur un tapis de feuilles, par exemple. Une fois la proie capturée, il faut encore l'avaler. Cette araignée Goliath dispose de 2 crochets d'une longueur d'environ 2,5 cm pour procéder à l'ingestion. Ces crochets sont creux. Ils sont reliés à des glandes à venin et leur morsure paralyse la proie. Comme la plupart des araignées, la Goliath ne peut pas mâcher. Elle ne peut se nourrir que de liquide. Elle doit donc réduire sa victime en bouillie. Elle injecte un venin puissant au moyen des appendices situés autour de sa bouche. Une sorte de crochet appelé chélicère. Le venin liquéfie les tissus de la proie et les décompose en une mixture que l'araignée peut alors absorber. Comme toutes les araignées, la tarentule possède une carapace rigide ou exosquelette pour protéger ses organes. Durant sa croissance, la tarentule mue en permanence et remplace constamment sa vieille carapace par une nouvelle. Et quand le prédateur devient proie, il lui reste une botte secrète. Le corps de la tarentule est recouvert de poils urticants. Elle les jette contre ses assaillants, ce qui leur provoque des irritations. La zone dégarnie sur l'abdomen de cette tarentule indique une utilisation intensive de ces poils urticants. En attaque comme en défense, ces tarentules armées jusqu'aux mandibules ont de quoi donner des frissons.
En général, une rencontre avec les prédateurs suceurs de sang provoque de vilaines démangeaisons. Elle peut parfois même vous coûter la vie. Et les moustiques se révéler de véritables tueurs. Ils sont sur Terre depuis plus de 30 millions d'années. De tous les animaux dangereux, aucun n'a tué plus d'humains que le minuscule moustique. Dans la nature, le moustique vit seulement quelques semaines. Sa vie peut même s'achever encore plus vite s'il est la proie d'un de ses nombreux prédateurs comme les oiseaux, les poissons et les araignées. La vie est courte et les moustiques doivent se reproduire rapidement. C'est pourquoi ils ont besoin de notre sang. Chez les moustiques, le mâle est inoffensif. C'est plutôt de la femelle qu'il faut se méfier. La femelle moustique est notre ennemie jurée. C'est elle qui fait les provisions de sang. Elle se nourrit de sang car elle y trouve la protéine qui va l'aider à fabriquer ses œufs. Le moment venu, la femelle va pondre ses œufs dans une eau stagnante. Les protéines du sang prélevées par la femelle seront mélangées aux protéines de ses propres œufs pour favoriser le développement de l'embryon. Les œufs se transforment par la suite en larves. Elles se déplacent dans l'eau en respirant par un petit siphon situé à l'extrémité de leur queue. Elles montent à la surface, absorbent l'air dont elles ont besoin avec cet appendice respiratoire, puis elles s'éloignent de la surface. La larve devient ensuite une nymphe. Au stade larvaire, ce qui ressemble à une petite virgule ne se nourrit plus. La larve peut nager, respirer, mais elle ne se nourrit plus. La nymphe devient moustique, comme une chrysalide devient papillon. Après cette métamorphose, le moustique mâle continue à se nourrir de nectar de fleurs, puis il se reproduit et meurt quelques jours après. La femelle, quant à elle, repart immédiatement en quête de sang pour les œufs à venir. Elle est à présent en mode attaque. Pour récupérer une proie, la femelle moustique suit 3 types de traces: chimiques, visuelles et calorifiques. À l'aide de ces capteurs chimiques, elle identifie les humains et certaines espèces d'animaux au sang riche grâce à la trace qu'ils laissent en respirant. Elle va suivre ce sillage de dioxyde de carbone et remonter jusqu'à sa source. Une femelle moustique voit le contraste entre les couleurs et entre le premier plan et l'arrière-plan. Plus la proie bouge, plus elle est visible. Pour finir, elle utilise le capteur qui lui permet de repérer la chaleur corporelle. Elle veut être bien sûre que c'est un être bien vivant qui va lui servir de repas. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de sortir sa trompe et piquer. La trompe d'un moustique, c'est l'arme avec laquelle il vous pique. Elle est creusée de 2 tubes à l'intérieur. L'un de ces tubes sert à aspirer le sang, l'autre à injecter de la salive dans la piqûre. Elle vous injecte avec sa salive un anticoagulant et un anesthésique. Donc vous ne sentez pas la douleur et votre sang ne coagule pas. Si le sang de la victime coagulait, le moustique ne pourrait pas l'aspirer. Cette salive particulière provoque sur la peau gonflement et démangeaisons. La plupart des femelles connaîtront un seul repas de sang dans leur courte vie avant de s'accoupler et de pondre leurs œufs. Cependant, certaines piquent à 2 reprises pour pondre 2 fois, ce qui peut représenter un danger mortel.
Lorsqu'elle pique la première fois, la femelle peut ingérer toutes sortes de parasites, de virus ou de bactéries. Si elle a la chance de s'offrir un second repas et qu'elle a contracté une infection lors du premier, c'est là qu'est le danger, car elle peut inoculer le virus à sa nouvelle victime. Il peut s'agir d'agents pathogènes de la malaria ou du virus du Nil. Un avenir sombre se profile pour les humains. Le réchauffement climatique influe sur la propagation des maladies par le moustique, dont l'implantation va s'étendre des zones chaudes du sud vers celles du nord, où il va introduire ces maladies. Depuis plus de 30 millions d'années, les stratégies d'adaptation développées par le moustique ont protégé sa survie et l'ont transformé en redoutable tueur pour l'homme. C'est un monstre au Moyen Âge. Un cruel prédateur dans la Grèce antique. Placé au plus haut rang de la mythologie chinoise, il représente la puissance et la majesté. Si ses 3 mètres de long et ses 130 kilos ne permettent quand même pas au dragon de Komodo de rivaliser avec ses ancêtres de légende, il n'en reste pas moins un redoutable prédateur. Le plus grand lézard vivant du monde doit son nom à des rumeurs évoquant la présence d'un dragon sur l'île indonésienne de Komodo. Et quand des explorateurs l'ont découvert en 1910, le nom s'est imposé. Il ressemble à un dragon. De larges épaules, la nuque épaisse, une tête allongée. Vous savez, un peu comme les vautours. De longues pattes effilées pour mieux fouiller les cadavres d'animaux et en arracher la viande. Il a des griffes acérées pour gratter la viande sur les os. Une queue longue et très puissante pour le combat et pour échapper aux prédateurs. Cette queue est un fouet redoutable. En somme, c'est un animal tout-terrain. Puissant et agressif, le dragon de Komodo peut mettre à terre des adversaires bien plus gros que lui. Cerfs, cochons, buffles et même des humains. C'est un chasseur solitaire, mais il accepte de faire équipe pour s'attaquer à une proie particulièrement grosse. Il peut courir très vite, jusqu'à 20 km/h en sprint, mais il ne tient pas sur la distance. Alors il se cache, il attend sous un arbre ou dans un buisson qu'une proie veuille bien passer par là, et puis il l'attrape par les pattes pour la traîner derrière lui. On croyait encore récemment qu'il tuait ses proies en les empoisonnant. En réalité, ses victimes se vident de leur sang. Ensuite, le terrible prédateur revient pour achever le travail. Sa langue très longue collecte les particules d'air et vient les déposer sur les récepteurs situés dans son palais. Ce qui permet au dragon de sentir une proie à plus de 8 km. Le dragon de Komodo accepte les os, les poils, les sabots et les cornes sans distinction. C'est un opportuniste. Alors dès qu'il trouve de la nourriture, il est capable d'engloutir en un repas un animal dont la taille représente 80% de la sienne, quitte à ne plus manger pendant une semaine ou deux. En somme, il se bourre tant qu'il peut et récupère toute la nourriture possible. Et ensuite, il s'occupe de son prochain repas. Il vit dans les îles d'Indonésie depuis des milliers d'années. En se hissant tout en haut de la chaîne alimentaire, il prouve qu'il est le digne héritier de son ancêtre légendaire, le dragon. Du point de vue des humains, ces prédateurs sont de véritables cauchemars.
Violents, rusés, de vrais tueurs programmés. Du point de vue de ces animaux, c'est tout simplement la routine.